Restons sur le thème du dollar, mais avec peut-être un horizon de temps un peu plus immédiat sur le plan des marchés en tout cas. Julien Tisserand est à nos côtés, je le rappelle, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour Grégoire. Le marché est dans l'attente donc des prochaines décisions des banques centrales majeures, Fed, des banques centrales européennes la semaine prochaine. Je voulais juste qu'on refasse un peu le film depuis le dernier FOMC, le dernier comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine début mai, qui était donc le moment au cours duquel Jérôme Powell a signalé une pause, ou en tout cas l'idée d'une pause. Ce qu'on disait avec Samy, depuis ce moment-là, le dollar n'a cessé de remonter face à un ensemble de devises. Derrière ce mouvement, le marché a quand même considérablement révisé l'idée qu'il se faisait de ce concept de pause par rapport à la manière dont il a perçu cette idée-là début mai, c'est-à-dire au moment où Jérôme Powell en parlait pour la première fois. Tout à fait. On a des données économiques qui ont été un peu contradictoires. On a aussi eu finalement une résolution sur le debt ceiling, qui était une grosse inquiétude du marché à ce moment-là, et qui maintenait les taux peut-être un peu plus bas, et donc a permis aussi de relâcher un petit peu la pression sur les taux à la hausse. Et on a des données économiques qui sont assez mixées. On a des données sur le marché du travail qui finalement tiennent mieux qu'attendu. On avait des données notamment, c'est ça un fait important, beaucoup regardé par toute la communauté des investisseurs, ça a été les demandes d'allocation chômage hebdomadaire, où on a eu des déformations importantes dues à des fraudes dans un État aux États-Unis qui ont fait monter ces demandes d'allocation chômage pendant plusieurs mois depuis le début de l'année et qui se sont avérées être complètement fausses. Et donc ça a vraiment aussi un peu déboussolé les investisseurs et rebattu les cartes sur finalement où on en était de la chemin de ralentissement aux États-Unis. Et finalement, le marché du travail se révèle plus résilient qu'attendu. On a encore eu des chiffres de création d'emplois qui ont été bons, contrebalancés par un taux de chômage en hausse. Donc là aussi, globalement un peu meilleur. La vision que les ménages ont du marché du travail est un peu différente dans l'enquête mensuelle que la vision des entreprises, en l'occurrence. Exactement. Mais globalement, ça reste un marché du travail qui se porte bien. On voit que c'est un desserrement de ces flux de tension sur le marché du travail. On voit avec notamment ce qu'on appelle les quit rates sur des sondages qui sont faits où les gens qui changent de travail ou finalement ont cette possibilité-là le font moins, ce qui montre que le marché du travail se dessert petit à petit avec moins de confiance de retrouver rapidement un emploi. Le chômeur volontaire, hein, c'est ça. Je quitte mon emploi parce que j'ai une telle confiance dans l'idée que je vais retrouver et mieux payé. Ce phénomène est en train de s'estomper. Exactement. Mais on n'est pas clairement au bord d'une récession rapide ou d'un ralentissement très marqué. Donc ça, c'est pour les données du marché de l'emploi et du consommateur, finalement, qui tient aussi assez bien parce qu'on a toute cette épargne excédentaire dont on a longuement parlé depuis le Covid. On a encore entre 400 et 500 milliards de dollars d'épargne excédentaire qui devrait être petit à petit consommé d'ici la fin de l'année pour arriver à zéro assez rapidement à la fin de l'année. Donc tout ça amortit aussi le choc de la hausse des taux et fait que le ralentissement est plutôt lent. Mais on a toutes ces enquêtes d'opinion, de chefs d'entreprise, l'ISM des services, l'ISM manufacturier, qui sont, elles, plutôt mal orientées. Et on a ces tendances aussi des prix payés qui continuent de baisser assez rapidement, matières premières qui ne se reprennent pas. Donc tout ça entraîne une vision un peu conflictuelle au niveau du marché du travail vis-à-vis de l'économie en général et à générer aussi des discussions au sein de la Fed. On voit qu'il y a deux camps assez nets qui continuent de s'opposer. Un camp qui veut attendre que les effets de resserrement continuent à se faire sentir sur l'économie et préférer ce qu'on appelle un skip, en fait, ce qui a été une définition de sauter finalement ce meeting, cette réunion monétaire, pour se laisser le temps d'analyser encore un peu les données et réévaluer en juillet. Et d'autres comme Boulard, Kashkari, qui sont plutôt les faucons au sein du comité, eux disent non, le marché du travail est encore suffisamment dynamique, il faut continuer le resserrement et continuer sur des hausses de taux de 25 BP. Et le marché dans tout ça, lui qui pressait quasiment pas de hausse de taux, reprice finalement une hausse entre les deux réunions. Donc un peu un pied entre les deux réunions. Nous,
notre scénario central reste le fait qu'on va écouter Jérôme Powell, qui était plutôt de rester sur cette pause pour juin et d'analyser les données, notamment le prochain vice-chair de la Fed qui va remplacer Bernard Jefferson et a fait une sortie avant les chiffres d'emploi. Économiste, je le précise, voilà, qui accède au poste de vice-président de la Fed aujourd'hui. Était plutôt à marteler un discours de skip, ou en tout cas pause temporaire pour analyser des données. Donc le leadership nous semble toujours plutôt dans ce camp-là, d'attendre, parce que le resserrement a été très rapide. Et on voit que les chiffres d'inflation, de notre point de vue, continuent d'aller dans la bonne direction. On a un desserrement, des inflations qui est amorcé et qui va se poursuivre. Et normalement, on ne voit pas de raison, pas de reprise des matières premières. Les salaires commencent à rebaisser, que ce soit Atlanta Fed ou Fed Tracker, des sondages aussi de plateformes, Indeed ou autres, qui font Link Up par exemple. On voit les annonces d'emploi, on voit les salaires aussi qui sont proposés sur ces annonces, et ça a tendance à continuer à aller dans la bonne direction de désinflation. Donc pour nous, ça nous semble logique que la Fed soit dans ce schéma d'attente. Ça heurte évidemment un peu la théorie économique classique, mais c'est quand même ce qu'on a décrit comme le phénomène de désinflation immaculée, c'est-à-dire la désinflation indolore. On en parlait beaucoup déjà en début d'année, parce qu'on voyait les marches à la baisse sur l'inflation franchie aux États-Unis, quand le taux de chômage lui-même continuait de baisser. Certes, là, on a vu le taux de chômage qui remonte à 3,7, qui reste quand même un niveau historiquement bas, et une inflation, comme vous dites, réalisée et indiquée devant nous, qui va continuer sans doute de baisser. On va se retrouver à 3% d'inflation peut-être le mois prochain, enfin, au mois de juin. En juillet. Oui, c'est ça, sur la marque de juin publiée en juillet aux États-Unis. Exactement. 3%, c'est pas l'objectif, mais on s'en rapproche. Venant d'où on vient. Exactement. Donc c'est pour ça que pour nous, la pause ou le skip, en tout cas pour la réunion qui vient, fait sens de se laisser encore un peu de temps pour analyser. Même s'il faut, le 26 juillet, peut-être faire un nouvel ajustement de 25 points de base. C'est le risque du skip, sur soir à une hausse de taux en juin. Alors qui pourrait être une hausse de taux malheureuse, préventive, inutile, j'en sais rien, mais c'est aussi le risque à un moment de se retrouver peut-être avec encore une force des données qui ouvrirait un débat sur une hausse de taux en juillet de 25, et certains même imaginent, pourquoi pas, de devoir discuter d'une hausse de 50 à nouveau. C'est Larry Summers qui évoquait ce risque, en tout cas pour la Fed. Non, 25 possible, mais à voir sur les prochaines réunions. On a aussi ce débat autour du Treasury General Account, la reconstitution. Donc ça, c'est le revers du déplafonnement de la dette. Exactement. Donc le Trésor a un compte à la Fed. Ce compte a baissé jusqu'à quasiment zéro. Donc le Trésor ne pouvait plus émettre de dette, d'où le débat sur le debt ceiling qu'on a eu. Maintenant, ce plafond, la date a été repoussée, donc on peut réémettre de la dette. Et il y a un gros questionnement sur les marchés aujourd'hui. Quel va être l'impact de cette réémission de dette ? Essentiellement, ça sera émis en T-bill, donc des titres très très courts, qui ne devraient pas avoir d'impact en sensibilité sur les marchés, donc ne devraient pas tendre les taux plus longs, 5 ans, 10 ans ou 30 ans, ou les forcer à la hausse. En revanche, ça va dépendre de comment cette absorption de T-bill va se faire, par quel type d'acteur, et ça pourra entraîner une baisse de la liquidité sur les marchés avec la reconstitution de ce TGA. C'est ce qui s'est passé dans le passé. On avait eu, il faut le rappeler, des bilans des banques centrales qui s'étaient beaucoup amoindris et donc qui avaient créé une baisse de la liquidité tout le premier semestre l'année dernière. En octobre, contre nos attentes finalement sur les marchés, on avait eu une hausse de nouveau avec la Banque de Chine, la Banque du Japon et même la Fed plus récemment avec ses aides pour les banques régionales qui a réinjecté de la liquidité sur les marchés, ce qui a aidé, nous on pense en tout cas les marchés actions à être à ce niveau. Et là, c'est vrai qu'il y a un questionnement sur, on parle de 500 à 700 milliards de dollars qui vont être réémis en T-bill et qui vont du coup amoindrir cette liquidité pendant l'été. Oui, il y a une forme quand même d'expérimentation de ce point de vue. Le déluge d'émissions dans un laps de temps aussi court qui va devoir être absorbé par les acteurs de marché, les acteurs privés, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans cette ampleur en tout cas. Oui, tout à fait. Et ça peut peut-être participer à resserrer les conditions financières à nouveau un petit peu.
Ça peut équivaloir à et quelque donc, chose de taux, peut-être. Voilà. Et donc, peut-être équilibré avec les actions de la Fed. Une fois qu'on a dit ça, quelle est votre position et votre ligne de conduite vis-à-vis du marché obligataire américain à ce stade, Julien ? Alors, on a eu tendance sur le mois et demi qui s'est écoulé à remonter petit à petit nos sensibilités dans les fonds avec une vue à long terme qu'on arrive sur un équilibre sur la fin de la hausse des taux, que la désinflation va continuer pendant les 3 à 4 prochains mois. Les attentes sont pour 3% à 2,5 à 3% d'ici l'automne. Ouais. Donc pour nous, des bons du Trésor à 3,70, 3,80 sur le 10 ans nous semble être un point d'achat intéressant. On a un taux d'équilibre qui est plutôt autour de 3,50, 3,60 dans nos estimations sur les prochains mois. Et aussi, il faut le rappeler, traditionnellement une bonne saisonnalité à venir malgré ces émissions de T-bill dont on parle. Ouais. Les émissions du Trésor plus classiques, les émissions obligataires, notamment d'entreprises, vont se raréfier au fur et à mesure de l'avancée de l'été. Et ça participe souvent à un manque de papier sur les marchés. Ouais. Qui amène les taux à être pressurisés à la baisse. Donc ça nous a conforté dans l'idée de racheter de la sensibilité dans nos fonds, notamment sur les taux américains. Autant j'ai l'impression que les investisseurs retrouvent un peu de visibilité effectivement sur la partie américaine, comme vous dites, on peut regarder un peu au-delà là, de la prochaine décision, etc. Autant pour la BCE, j'ai l'impression que c'est encore compliqué. Le marché, les investisseurs ont du mal à lire encore la trajectoire, la future peut-être de la politique monétaire en zone euro. Alors de notre côté, on commence à avoir un peu plus de confort justement. Donc le marché attend 2 hausses de taux, nous aussi, pour juin-juillet. En septembre, c'est possible, il y a une ouverture, mais ça nous semble moins probable parce qu'on commence à avoir des chiffres d'inflation qui rassurent. On a eu une baisse assez forte, on anticipe encore des baisses. On va être aussi, d'ici le mois d'octobre, autour de 3% en zone euro d'inflation, donc c'est toujours au-dessus du mandat de la BCE également, mais c'est en tout cas beaucoup plus proche que ce qu'on a été des 8 à 10% qu'on a connus. Et surtout, on voit l'inflation cœur, qui est un gros problème pour la BCE, qui était à 5,6, 5,7, rebaissé à 5,3% annualisé. Et cette inflation cœur va continuer à baisser pour nous. Il y a une tendance. Parce que c'est vrai que le chiffre de mai, alors c'est la position de Christine Lagarde fait que, mais elle prend beaucoup de distance par rapport à cette marche à la baisse qui a été significative, qui a mis beaucoup d'encouragement, on va dire, dans l'idée de la désinflation, mais elle n'a pas voulu extrapoler l'idée d'une tendance. Vous dites, quand on est dans l'investisseur privé, lui, il peut aujourd'hui être plus confortable avec l'idée d'une tendance qui... Après, Christine Lagarde est dans son rôle, bien sûr, de ne pas vouloir desserrer les conditions monétaires et d'avoir beaucoup de prudence. Mais pour vous, c'est bien le début d'une tendance. Oui, pour nous, ça va être la tendance. On voit aussi où il y a une inquiétude qui pourra peut-être se justifier dans les trimestres à venir, mais qui nous semble peut-être surjouée, c'est sur la hausse des salaires. On a eu les salaires négociés qui sont sortis pour le premier trimestre, autour de 4,3% en rythme annualisé, versus contre 3% sur les deux derniers trimestres de 2022. C'est moins que ce que la BCE anticipait. La BCE anticipait, il me semble, autour de 5% ou plus, donc c'est moins. Donc finalement, quand on regarde la BCE, si on prend les données de façon très objective, l'inflation ressort en baisse par rapport à l'attente des BCE dans ses forecasts de mars, les salaires négociés également. La croissance, on voit, commence à voir des effets de placement s'effriter. Oui, l'Allemagne a la consommation est un peu poussive, l'Allemagne en récession technique, et on voit tout ce qui est indicateur avancé, notamment aussi les commandes de biens. On voit en Allemagne, la production industrielle commence à baisser plus significativement. Donc pour nous, il n'y a pas de signe que la BCE doit faire beaucoup plus. Je comprends. Les 25 points de base pour la prochaine réunion et 25 points de base en juillet sont légitimes, mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Là aussi, il y a une question de délai. C'est vrai que le délai de transmission de la politique monétaire est au cœur du sujet en ce moment, mais la transmission fonctionne. Il y a une question de temporalité, de temps peut-être, mais en termes de niveau de restriction monétaire infligée ou à infliger demain, le débat est en passe d'être clos d'une certaine manière. Tout à fait. Et il faut aussi voir finalement en rétrospective, la Fed aura monté ses taux de près de 500 BP de resserrement, mais la BCE, on va arriver sur 400, 450 BP de resserrement. Pas si loin que ce qu'a fait la Fed. Pas si loin que ce qu'a fait la Fed pour une économie historiquement qui n'a pas le même dynamisme, qui a été aidée par le côté fiscal.
finalement, les US, ça a été 2020-2021. En Europe, 2022, au niveau fiscal, aura été très fort aussi pour aider. Mais on voit que ces marges de manœuvre fiscales vont finalement se renverser. On va prendre la tendance inverse petit à petit au fur et à mesure que les prochains mois, trimestres vont avancer. Donc ça aussi devrait participer au ralentissement de l'inflation. Nous, on en reste convaincus en tout cas. Merci beaucoup Julien. Voilà, on est peut-être quand même dans la séquence finale, j'en sais rien, mais en tout cas dans la fin du voyage vers la désinflation et le retour à une inflation. On verra où l'inflation atterrit, où elle reste effectivement sur les prochaines années, mais en tout cas, une partie de la bataille est peut-être déjà derrière nous. Merci beaucoup Julien. Julien Tisserand qui était avec nous en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette demi-heure d'émission de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.